Il côtoie les stars depuis près de 40 ans, à la fois en tant qu'agent, attaché de presse, producteur. Il est aussi auteur et chroniqueur pour la télévision et la radio. Dans son dernier ouvrage, Une chanson dans la tête, il nous livre avec beaucoup de sincérité les épisodes marquants de sa vie, une vie faite de chansons, une vie faite d'anecdotes et de rencontres improbables. Homme de l'ombre au plus proche des stars, c'est Fabien Lecoeuvre qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur le plateau de Lumière Intérieure. Bonsoir Fabien Lecoeuvre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on est vraiment ravis de vous recevoir. Comment allez-vous? Je suis en pleine forme, toujours. Toujours. C'est vrai que vous êtes toujours très positif, très optimiste. Chaque jour, quand je me lève, je ouvre ma fenêtre, je me dis une journée de plus, c'est formidable. Je suis vraiment, j'ai cette nature-là depuis toujours. Alors on va évoquer votre livre, mais justement, je voulais qu'on parle un petit peu de vous, donc de cet optimisme. Comment est-ce que vous vous décrivez, indépendamment de cet optimisme à toute épreuve? Je suis un soldat. Un gentil soldat, hein. Oui. Un soldat qui ne fait pas la guerre, un soldat qui fait la paix. Un soldat qui déteste le conflit, si j'ai bien compris. J'ai horreur des conflits. J'ai tellement grandi au milieu de conflits tout le temps, toute mon enfance. Mais je suis un soldat parce que la vie est difficile. Alors c'est ce que vous racontez dans votre livre, on y vient, ce livre qui s'appelle Une chanson dans la tête, aux éditions Le Passeur. Et vous racontez votre enfance, une enfance pour le moins compliquée, puisque votre père était... Alors c'est un euphémisme de dire qu'il était sévère, vos parents ne s'entendaient pas très bien. Oui, j'appartiens à cette génération, en fait, qui ont grandi avec des parents un peu autoritaires, qui s'énervaient sur un rien. Je suis une fratrie de 3 enfants. Et vous dites que vous en êtes plutôt bien tiré par rapport à vos sœurs qui étaient plus impactées. Et il y avait cette autorité à excès, parce que dans cette génération, nos parents étaient parents très tôt. Moi, j'ai eu ma fille à 34 ans, mes parents à 22, 23 ans, ils étaient parents, quoi. Donc il y avait cet énervement, il n'y avait pas forcément cette maturité pour faire grandir. Vous pensez que s'ils avaient attendu 10 ans, ils auraient été plus calmes? Je pense, quand on a des enfants plus tard, je pense qu'on n'a pas la même impatience ou la même patience, dans certains cas. Donc, non, c'est flagrant. Et puis, c'est cette génération de pères autoritaires, mères aussi. Plus qu'autoritaires, parce que vous racontez que les coups et les punitions pleuvaient. Comment est-ce que ça a forgé votre caractère? Ça a forgé, je me suis mis une carapace et je me suis évadé à travers les chansons. J'avais la chance d'avoir une grande tante, qui était la tante de mon père, en fait, réellement, et qui m'emmenait dans tous les spectacles de music-hall parisiens. C'est comme ça que j'ai vu Luis Mariano en 1969. Complètement fasciné par Luis Mariano et par le monde du spectacle de manière générale. Évidemment, j'ai vu Joséphine Baker, j'ai vu Annie Cordy, j'ai vu les Compagnons de la chanson, Georges Brassens, Marcel Amont, Claude François, Sylvie Vartan, tous ces artistes débutants pour certains. Et donc c'était une évasion formidable, ça me permettait de garder un équilibre au milieu de cette instabilité familiale quand même. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors ce qui est formidable, c'est que vous dites que vous n'en voulez pas du tout à vos parents, enfin vous l'écrivez dans le livre, que finalement il n'y a aucune rancœur vis-à-vis de cette... Non, pas du tout, j'en ai parlé avec mon père avant qu'il s'en aille, et je sais que non, parce qu'en fait, grâce à mon père, je savais exactement ce que je ne voulais pas être, en tout cas pas devenir. En tout cas, vous saviez très bien ce que vous vouliez faire et ce n'était pas évident de lui imposer parce qu'il n'était pas du tout en phase avec vos envies. Alors comment est-ce que vous avez réussi à faire valoir votre envie de suivre la voie que vous avez finalement mal choisie, sachant qu'elle était très très mal perçue, c'est le moins qu'on puisse dire? Oui, parce qu'on est dans cette génération où les métiers du spectacle sont des métiers de saltimbanque, ne sont pas des métiers de réussite, sont des métiers où on crève la dalle. Enfin, il y avait toute une image. Dans les années 60-70, absolument, il y a le doute du lendemain, etc. Donc dans les années 60-70, il faut se remettre absolument dans ce contexte. Il n'y a pas d'information davantage sur ces métiers absolument incertains du lendemain, quoi. Et donc, à partir de là, mon père voulait que je prenne une voie industrielle, commerciale, pourquoi pas scientifique, alors que j'étais nul en maths, donc c'était déjà compliqué dans le cursus scolaire. Et alors que j'étais excellent, finalement, en rédaction, j'étais excellent déjà en exposé, dans le cadre d'élocution, de diction. J'étais déjà très bon, déjà dans ma manière d'être. C'est comme ça, on n'y peut rien, alors qu'en maths, j'étais nul. Alors vous dites que vous étiez nul et en même temps, vous avez suivi un parcours qui peut paraître un peu surprenant et qui vous a quand même beaucoup servi ensuite, puisque vous avez été à l'école de commerce et d'industrie, c'est ça? Centre de commerce de Paris, voilà. Moisan à Paris. Ouais. Exactement, donc c'est vrai que compte tenu de votre amour pour la chanson, pour la scène, ça peut paraître surprenant et en même temps, ça vous a beaucoup servi parce que ça vous a permis de monter votre structure, d'accompagner les stars sous l'angle plus gestion. Alors, oui, c'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a toujours, dans l'existence de chacun, il y a toujours un jour qui change votre existence.
toujours. Et alors le vôtre, c'était quoi le jour qui a changé Ça s'est passé à votre vie? l'école. Ouais. Après mon bac, j'ai fait 2 ans de chambre de commerce de Paris. Et puis j'ai été élu chef de classe, puis chef de toutes les classes. Et on avait cette mission, quand on était chef de toutes les classes, de rester un samedi sur 2 à l'école, donc Revermont-Moisan, dans le 15e arrondissement à Paris. Et je présentais un journal télévisé en interne, qui était retransmis dans toutes les grandes métropoles de France. Rennes, Lyon, Marseille, Lille, enfin, Toulouse, Bordeaux. Enfin. Et un jour, j'ai reçu Lynn Renaud, dans cette émission, une rencontre décisive, qui voulait contacter à ce moment-là, enfin qui voulait en tout cas toucher les comités d'entreprise, enfin tout ce qui touchait au monde de l'industrie et du commerce en tout cas, pour remplir la énième rentrée du Casino de Paris qu'elle faisait rayonnante comme elle a toujours été. Et alors, elle est venue, j'ai reçu une invitation chez elle à la Jonchère, où elle habite à Rueil-la-Maison, au-dessus de Paris. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené après en maison de disque. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours un jour qui fait qu'alors finalement, je recevais Lynn Renaud, mais sans plus, quoi, comme d'autres artistes que je pouvais recevoir dans le cadre des comités d'entreprise. Et à partir de là, ma vie a changé, j'ai rencontré d'autres gens, et puis j'ai mal tourné. Mal tourné, je ne sais pas. Alors, vous parliez de cette rencontre avec le monde de la production musicale. Vous avez rencontré une personne qui s'appelle Mémé Ibach, c'est comme ça qu'on prononce. Alors, racontez-nous, bon, c'est un célèbre producteur, mais peut-être pour celles et ceux qui le connaissent moins, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette personne? C'est un mec fantastique. D'abord parce que c'est des producteurs comme on n'en fait plus aujourd'hui, oui. C'est des personnages avant d'être producteurs. Oui. C'est un garçon qui avait été champion de France et champion d'Europe de coiffure avant de monter à Paris, qui avait tenté de faire un disque mais ça n'a pas marché, donc il s'est recyclé dans la production. Il a travaillé d'abord au disque Carrère, puis après il a monté sa maison de disques, et moi je suis arrivé à ce moment-là, quand il montait sa maison de disques, en pleine période disco en fait. Il m'a engagé comme assistant de promotion, puis après je suis devenu attaché de presse évidemment, et après je me suis occupé de plein d'artistes. J'ai commencé à faire mon carnet de téléphone, donc je lui dois beaucoup à ce monsieur. Karen Cheryl, Daniel Balavoine, Madonna, effectivement vous avez fait beaucoup d'autres jolies rencontres ensuite. C'est une période faste finalement qui commençait pour vous. Oui, et puis je franchissais enfin les portes des coulisses, toutes ces portes qui sont interdites généralement au public, et qui me faisaient rêver quand j'avais 10 ans. Quand j'allais voir les artistes dans les théâtres, ou quand ils signaient des programmes à l'issue des représentations, il y avait toujours ce mot comme ça, entrée des artistes, ou interdit au public, accès aux coulisses. Alors tout ça, c'était fascinant d'un seul coup. D'abord, grâce à Lynn Renaud, quand je suis allé la voir au Casino de Paris, quand elle m'a envoyé une invitation, après je l'ai rejoint en coulisses. Évidemment, c'est la première fois que je franchissais ces portes interdites. Et puis après, j'en ai fait mon métier et c'est devenu pratiquement aujourd'hui, je ne vis que dans des coulisses, pratiquement aujourd'hui. Et c'est un bonheur. Et alors ça tombe bien parce que vous avez enregistré cette émission Les Années Bonheur avec Patrick Sébastien, une émission qui a quand même duré de 2007 à 2019. C'est une belle longévité pour une émission. Est-ce que c'était vraiment des années d'extase ? Oui, parce que d'abord, quand on aime ce qu'on fait, on rencontre pratiquement tout ce qui existe en artiste aujourd'hui. Et pendant 13 années, donc, Patrick Sébastien, c'est un garçon exceptionnel. Qui est au-delà d'être animateur ou présentateur de shows télévisés, c'est avant tout un artiste avec un grand A. Donc il a cette sensibilité, il a cet amour du public, il a ce respect des autres, il a cette forme de bienveillance à l'égard des gens qui débutent ou des gens qui sont déjà bien en place. Il a cette forme de respect, en tout cas il implique ça. Et c'est une école merveilleuse. Et on est restés très amis aujourd'hui, on s'appelle toujours un peu la nuit, comme lui ne dort pas et moi non plus. Ah bon, donc en fait... insomniaques tous les deux. Oui, et donc on a toujours quelques mots, on a, sans parler, on se regarde, on sait déjà ce que va dire l'un, ce que va dire l'autre, enfin on avait une complicité comme ça tout le temps. Incroyable. Oui, c'est alors les magique. Années bonheur, alors le bonheur c'est quelque chose qui est important pour vous, et rien ne vous vous ne vous y prédisposez vraiment compte tenu de ce vécu, quoique on peut aussi imaginer qu'en réaction, comme vous le disiez, ça a généré certaines choses. Je cite cette phrase extraite de votre livre: j'ai toujours pensé qu'il n'y a qu'une seule chose à laquelle on doit se résigner, le bonheur. C'est vrai que vous exposez votre philosophie très optimiste. Oui, parce que je pense que c'est un moteur essentiel. Alors pour chacun, il est totalement différent, le bonheur. Mais en même temps, et puis alors, on ne sait pas qu'on est dans le bonheur au moment où on le vit. On le sait quand on en sort. Quand on en sort. Évidemment, on savait que c'était le bonheur. Donc c'est ça, c'est le paradoxe, quelque part, de ce mot. Mais je pense qu'on ne peut pas vivre... moi, mon univers, ça reste l'art, la chanson, ça reste... Pour moi, c'est une forme de force tranquille en même temps. Vous êtes également très proche des deux fils de Claude François, et vous gérez le patrimoine aujourd'hui de l'artiste, c'est bien ça? Oui, c'est toute cette dimension artistique, en tout cas, depuis 26 ou 27 ans. Je travaille en tout cas avec les enfants de Claude et Marc François, qui sont des dignes fils de leur papa, de leur célèbre papa.
et qui gère les choses aussi admirablement. On s'entend très bien tous les trois, ça se passe bien. Je relabellise tout ce qui est DVD, CD. J'ai coécrit, je suis co-auteur du film Coco. Du film Coco, qui est sorti en 2012, qui était une aventure formidable. Absolument. Avec un box-office assez impressionnant. Assez impressionnant. J'ai beaucoup refait pour que Claude François soit toujours présent finalement, 42 ans après sa disparition. Et voilà, je pense que je me suis toujours accompagné de gens avec qui j'avais envie de travailler, parce que pour travailler autant d'heures dans une journée, on travaille peut-être 15 ou 16 heures par jour. Alors vous travaillez particulièrement beaucoup. Est-ce que vous vous définissez comme un workaholic, comme on dit, comme un hyperactif? Parce que je précise qu'en plus de tout ce que vous faites, je le disais un peu en préambule, vous avez des émissions sur France Bleu, une émission consacrée à la musique. Vous êtes chroniqueur dans l'émission de Cyril Hanouna, sur C8. Enfin voilà, vous avez plusieurs métiers, plusieurs vies. Ouais. Est-ce que voilà, vous travaillez plutôt plus que la moyenne, j'imagine? Oui, mais j'aime ça. Ma vie, je ne fais pas de séparation entre ma vie privée et mon métier. J'ai décidé, pour être heureux, je ne veux pas d'un seul coup faire mon bureau à 19h, d'abord dans les métiers de relations publiques, parce que je suis avant tout aussi un célèbre attaché de presse finalement. On ne peut pas s'arrêter le vendredi à 18h, c'est pas possible. Bon, on nous appelle aussi le samedi matin, des fois il y a des événements qui font qu'on est obligé de travailler aussi le samedi et le dimanche, selon l'actualité, quand des gens nous quittent, des grands artistes, où je suis obligé de créer des oraisons funèbres ou de parler d'eux dans des émissions de télé. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc, comme vous l'avez fait pour Johnny Hallyday, notamment. Alors j'ai fait surtout pour Johnny Hallyday, entre autres Charles Aznavour et tous ces grands artistes, où j'ai fait les commentaires de leur cérémonie officielle religieuse. Donc ça a toujours été un petit peu compliqué, mais pour moi, je prends la vie telle qu'elle vient. J'ai pas de règles, j'ai pas de principes. J'imagine que cette interpénétration totale des sphères privées et professionnelles n'est pas toujours évidente à concilier avec une vie personnelle. Vous êtes papa d'une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui maintenant est indépendante. Mais est-ce que ça a parfois été difficile de concilier les deux? Non. Non, je me suis toujours accommodé, et puis que ce soit la maman de Sarah ou d'autres femmes avec qui j'ai vécu, elles ont toujours eu cette forme d'intelligence, de comprendre que déjà d'avoir un métier qui nous fait plaisir, une passion, elles me respectaient dans ça, et puis elles ne s'en plaignaient pas, donc j'ai toujours quand même conjugué les choses intelligemment, évidemment. Donc, non, personne s'en est plaint, mais j'avais quand même un modèle depuis mon enfance, on oublie souvent, moi j'en parle aisément, c'était Victor Hugo. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Oui, parce que très tôt, j'ai découvert l'œuvre de Victor Hugo, d'abord en 5e, parce que j'ai étudié, comme tous les collégiens à l'époque, le livre 93, évidemment. Puis après, j'ai élargi l'œuvre, etc. Et puis, c'était une passion. Et en fait, quand on regarde la philosophie de cet homme, qui avait une foi incroyable, d'ailleurs, il parlait régulièrement dans ses ouvrages de Dieu, etc. Il est exceptionnel pour ça. Il en parle. Et puis un jour, j'ai acheté avec mes premiers cachets, j'avais acheté un portrait de Victor Hugo dédicacé à son éditeur Hippolyte Barbou. Et puis j'ai acheté un livre qui s'appelait Les Enfants, qu'il avait retiré de sa bibliothèque à lui, Victor Hugo. Il l'avait offert aux victimes de la guerre de 1870 à l'époque. Il y avait beaucoup d'orphelins qui restaient. Il fallait faire des ventes de charité pour nourrir tous ces enfants qui étaient restés malheureux, sans papa ou sans maman. Et alors il avait fait une signature, une dédicace que je n'ai jamais oubliée, et qui fascinait François Mitterrand, qui avait une passion pour Victor Hugo aussi, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Et je trouve que cette phrase de Victor Hugo résume bien finalement ce qu'on devrait être dans l'existence, pour moi, et avoir cette forme de bienveillance, de tolérance et Enfin, moi, je sais que ça, c'est une phrase qui me guide. Qui vous guide. Alors, on va continuer à parler, non pas de Victor Hugo, quoique peut-être, mais de vous. Mais je vais vous retrouver dans quelques instants. C'est peut-être un peu atypique, vous allez me dire, mais je vais quitter le plateau, vous laisser seul quelques instants. On se retrouve dans quelques secondes. Fabien Lecoeuvre, est-ce que vous êtes bien installé? Je suis très bien installé. Vous avez vu, vous avez un repose-pied sur lequel vous pouvez allonger vos jambes si vous en avez envie. Faites comme chez vous. Mais là, je peux m'endormir. Hein. Alors non, pas tout à fait. Enfin, on va essayer de faire en sorte que vous ne vous endormiez pas. Et pour que vous ne vous endormiez pas, je vais vous demander ce que c'est pour vous que la vocation. La vocation, pour moi, on part de la naissance. C'est-à-dire, je pense qu'à la naissance, on est exactement ce que l'on va devenir. Ça, la vocation. Comme si c'était écrit d'avance, quelque part ? Je ne sais pas si j'utiliserais ce mot, en tout cas, qui conditionne la phrase suivante, mais non, je pense que la vocation, elle est en nous. C'est-à-dire qu'on naît avec une forme de... Les grands médecins naissent déjà médecins, très sincèrement. Les grands acteurs sont acteurs à la naissance, très tôt. Et les grands public relations sont déjà des gens qui sont doués, en tout cas, dans la communication, dès la naissance.
C'est vrai que dans l'idée de vocation, il y a l'idée d'inclination, d'un penchant particulier pour un certain genre de vie, un certain type d'activité, oui, finalement. Très tôt. Très tôt, même si on est en opposition avec ses parents, très tôt aussi. Et il y a aussi d'ailleurs une dimension religieuse dans le terme vocation, de l'idée d'un mouvement intérieur par lequel on se sentirait appelé, là non pas par un métier en particulier, mais par Dieu. Complètement. Je pense que, d'ailleurs, j'ai côtoyé, j'ai fréquenté de très grands religieux, et je crois qu'eux-mêmes sont déjà habités intérieurement, justement, par cette idée, par cette présence, par cette envie d'aller vers l'autre. C'est formidable. Oui, il y a toujours cette forme de religion en nous. Elle peut être exploitée d'une différente manière, mais la vocation, oui, il y a aussi une affiliation et cette forme de spiritualité est religieuse. Quand vous parlez de religieux, vous avez des noms en tête en particulier? Vous pensez à des personnes? Moi, j'ai eu la chance en juin 1980, c'était la première fois que Jean-Paul II venait en France, à ce moment-là. Et il y avait eu une garden party à l'Élysée l'après-midi. Et j'avais été invité à l'époque. C'était le président Giscard d'Estaing qui était encore au pouvoir à ce moment-là. Et j'ai eu l'occasion de lui serrer la main à Jean-Paul II et d'échanger quelques phrases. Parce qu'il parlait très bien français, Jean-Paul II d'ailleurs. Et il n'était pas encore, il venait juste d'être nommé en 80, ça faisait très peu de temps qu'il exerçait déjà sa fonction de pape. Et donc il était très accessible, il s'exprimait facilement, il n'était pas encore protégé par souvent une cour d'évêques extrêmement en charge de son devenir. Et donc j'avais été très impressionné par ce grand homme, qui était Jean-Paul II, et ce regard qu'il avait sur les autres. À partir de là, alors je n'ai pas connu les précédents papes bien sûr, mais j'ai trouvé que le regard changeait. Voilà un homme de vocation, par exemple, sincèrement. Voilà, pour moi, c'est un bon exemple de quelqu'un qui a eu cette vocation très tôt, comme a pu l'avoir dans d'autres domaines, un grand acteur. Vous prenez Francis Huster, très tôt, il était acteur. Jean Gabin, Charlie Chaplin, il était déjà Charlot, déjà pratiquement à l'âge de 8-9 ans. Francis Huster qui sera à votre place bientôt, puisque nous le recevons prochainement dans l'émission. Immense acteur, évidemment. Immense acteur. Mais alors, vous, pour revenir à la vocation, entre guillemets, professionnelle, ce qui peut paraître fascinant, c'est que dans votre famille, il n'y avait pas forcément, souvent, on est acteur de père en fils, chanteur de père en fils. Alors certes, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été voir en famille Luis Mariano et d'autres, mais d'où vous vient cette attirance, ce goût de travailler dans le milieu de la chanson populaire? Je pense que ça a été une thérapie pour moi. J'avais un tel contexte familial extrêmement compliqué, difficile, douloureux, que le spectacle, les paillettes, les lumières, les scènes, tout simplement, les paroles des chansons, on a la chance d'être dans un pays où la chanson française est exceptionnelle, exceptionnelle, que ce soit musicalement, avec les notes, ou en termes de texte, on a eu des auteurs exceptionnels. Et je pense qu'il y avait cette forme de consolation. J'ai été chercher dans la lumière, j'ai été chercher dans la scène, dans les paillettes, en tout cas, ce que je n'avais pas à la maison familialement, à mon sens. Je peux l'expliquer que de cette manière. C'est intéressant cette notion de consolation, d'évasion peut-être aussi. Oui, mais quand vous parlez avec beaucoup de fans de chanteurs, qu'on soit Claude François, Johnny Hallyday, Paul Naref, Gainsbourg, tous les fans, les grands fans, ils ont toujours un public assez fidèle, tous ces grands artistes. Quand vous parlez avec eux, vous voyez bien qu'il y a une forme de compensation aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que ils sont devenus fans d'un Johnny Hallyday, par exemple, parce que les paroles de Johnny dans ses chansons, c'était une consolation, c'était une manière, c'était un pendant dans leur vie douloureuse à côté. On s'aperçoit, et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer un instant, mais pas un instant, une vie sans chanson. Est-ce que vous imaginez si on n'avait pas de chanson dans la vie? On chante depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, depuis que l'homme parle, on chante. C'est formidable. C'est-à-dire que c'est une expression vocale, corporelle, mais on guérit par des chansons. Vous savez que les gens qui ont parfois des troubles de la mémoire, etc., n'ont jamais perdu les paroles d'une chanson qu'ils connaissaient. Jamais. C'est-à-dire que c'est très, très curieux. C'est dans notre être. Je pense que on ne soupçonne pas l'importance d'une chanson dans nos existences. Au-delà de ça, on a tous été marqués par un événement joyeux ou triste, par une grande chanson souvent, au moment où vous vivez un instant
périlleux dans votre existence ou très heureux, souvent vous avez une chanson dans la tête, très souvent. Et donc, non, je pense que ça a été un des médicaments pour moi par rapport à ces douleurs d'enfance essentielles, vraiment, et très efficaces. Et pas que sur moi, vous savez, je parle de moi, pardonnez-moi, mais quand moi je rencontre d'autres et je m'entretiens avec d'autres personnes, souvent, ils ont eu un parcours assez identique au mien. Et la chanson a été une consolation. Moi, je crois, mais qu'on aime la chanson populaire, la chanson poétique, la chanson, le rock'n'roll, qu'on aime les chants grégoriens, qu'on aime... peu importe. Et une chanson, elle est très importante pour soigner nos âmes et nos... et là-dessus, je défendrai toujours ça. Et je connais l'importance des grands artistes. C'est pour ça que je rêvais toujours de les mettre un jour au Panthéon, tous ces grands artistes. Parce qu'on a des maréchaux d'Empire, on a des grands auteurs, on a des grands savants, on a des grands résistants, mais on n'a pas de grands chanteurs au Panthéon. Moi, j'aurais mis Joséphine Baker, j'aurais mis Maurice Chevalier, j'aurais mis Charles Trenet, j'aurais mis Johnny Hallyday au Panthéon. Parce que c'est des gens... jour peut-être. Oui, parce que ce sont des gens qui ont tellement apporté, on ne se rend pas compte de l'importance des artistes dans la vie de chacun. Alors, ce qui est intéressant quand on vous entend et quand on lit votre livre, c'est qu'on vous sent très déterminé. Et donc, je me posais la question, est-ce que vous avez déjà douté de ce chemin professionnel ou est-ce que justement, c'était vraiment une vocation? Et dans l'idée de vocation, il y a quelque chose d'un peu inébranlable. Est-ce que ça vous est déjà... Alors, vous faites plusieurs métiers, hein, vous n'en faites pas qu'un, mais quand même tous autour avec ce même dénominateur commun qu'est la chanson. Est-ce que vous avez déjà eu envie de faire autre chose? Est-ce que vous avez déjà eu des doutes ou jamais? Non, je n'ai pas de doute. Je savais depuis on va dire, mon adolescence, même mon enfance, je savais ce que j'allais devenir. Et je ne le dis pas dans le sens prétentieux surtout. Hein. Je le savais de manière spirituelle. Donc il n'y a aucune prétention là-dedans. J'avais toujours senti, en moi en tout cas, ce que j'allais faire. Même l'entretien que je peux avoir aujourd'hui avec d'immenses artistes, je savais que c'était mon chemin de vie, en fait. Voilà, je le savais. Alors pourquoi? Je ne sais pas. J'avais cette vocation en moi, j'avais cette forme de savoir, de devenir. Je n'ai aucun don de voyance, absolument pas. Mais c'est au-delà d'une voyance, c'est ce que l'on est, en fait, en soi. Je savais, en fait, que j'allais être... Enfin, oui, j'allais devenir, en tout cas, quelqu'un... Parce que finalement, dans mes fonctions, dans mon métier, dans ma manière de vivre, finalement, je suis très précautionneux des autres. Parce que j'ai une forme de protection. Comme je l'ai eu avec mes deux sœurs, qui vivaient mal la mauvaise vibration que mes parents avaient quand ils s'engueulaient chaque jour, pour ne pas dire chaque heure. J'étais déjà la consolation même. Moi, je disais, mais non, c'est pas grave, ils divorceront jamais, vous inquiétez pas. J'avais cette forme déjà de protection, comme je l'ai aujourd'hui avec des gens... des artistes pour lesquels je travaille parfois ou avec qui je travaille directement. J'ai cette forme, je suis un être rassurant, comme si ma mission en fait sur cette terre était de protéger finalement tous ces gens qui sont parfois touchés ou par un malheur, alors un malheur petit ou grand, peu importe, mais... Et moi, j'arrive toujours comme un médecin, un petit peu. C'est ce que vous racontez dans le livre. Vous racontez que vous avez, dès l'enfance, consolé un peu vos sœurs, que vous êtes toujours retrouvé un peu dans le rôle de celui qui rassure, que vous avez accompagné beaucoup de personnes. On ne les a pas toutes citées. Vous évoquiez tout à l'heure Michel Polnareff, que vous avez aussi accompagné, qui est aussi une vraie personnalité. Bien sûr. Ce rôle de protecteur, de consolateur, c'est un rôle qui vous procure quoi? Je suis content de voir les gens heureux et dans le bonheur, en fait. En fait, je suis comme un marchand de bonheur. Je sais pas. Je suis content de voir les gens quand ils n'ont plus de problèmes. Parce que c'est vrai, quand on vit nos vies aujourd'hui, ce sont des vies à problème. Hein. À partir du moment où on pousse notre premier cri à la clinique ou dans un hôpital ou peu importe, on n'a que des problèmes, quoi. Je veux dire, à résoudre. Et je suis l'homme des solutions. J'ai la solution pour tout, pour apaiser les souffrances. Ça paraît comme ça, j'en parle jamais de ça, jamais, c'est bien la première fois que j'en parle. Mais en fait, c'est un peu ça, je suis comme dans une mission, vous savez, je suis arrivé pour faire ça, finalement. Alors c'est amusant parce que justement, c'était l'autre mot que je voulais soumettre à votre sagacité, c'est le mot service. Alors ça fait une bonne transition. Oui, mais j'aime bien ce mot, moi, c'est un mot noble. Parce que j'ai passé ma vie à rendre service, moi. Alors franchement, et j'ai pas fini, je pense que je suis qu'à la moitié.
Donc, mais je trouve ça formidable d'être au service des autres et puis de procurer du bonheur, soit par la matière du spectacle, soit de la narration, comme c'est mon métier aujourd'hui aussi, soit en qualité de relations publiques, pour que les gens d'un seul coup arrivent à un résultat. Et je pense que oui, enfin, toute ma vie que j'ai racontée dans ce livre, en fait, j'ai beaucoup été au service, finalement, des autres, indirectement. Est-ce qu'il y a une forme de dévotion, quelque part, dans cette notion de service ? Oui, mais de dévotion, mais pas de soumission non plus. Hein. Bien sûr. Il faut être très... Et est-ce que justement, parfois, la frontière peut être un peu mince, un peu ténue de la part de certains artistes ? Parce que j'imagine ils n'ont pas tous le même caractère et que certains... On dit souvent que certains peuvent être un peu caractériels, un peu difficiles. Oui, mais bien sûr, mais comme chaque être humain, il n'y a pas que les artistes qui sont caractériels dans la vie. On tombe sur des gens, des fois, un peu psychopathes. Hein. Bon, il faut le dire, je devrais travailler en blouse blanche, moi, finalement. Non, c'est très complexe, parce qu'encore une fois de plus, chaque individu a une personnalité différente. Un artiste qui monte sur scène et qui est habitué à recevoir les bravos, les clameurs d'un public, une fois qu'il redevient humain, c'est plus le même, hein, généralement. Donc il peut avoir des caprices, ce sont des êtres, ils ont tellement une sensibilité incroyable, ces artistes. Ils peuvent être capables du pire comme du meilleur. C'est tout le paradoxe d'ailleurs d'un artiste. J'imagine, alors justement vous, comment est-ce que vous faites pour choisir, pour croire en telle ou telle personne dans le projet que vous voulez faire connaître en tant qu'attaché de presse, en tant qu'agent, pour porter la parole de quelqu'un, pour le faire connaître? Comment vous le vivez à titre personnel? Alors je ne le choisis pas déjà. C'est la personne qui vous choisit. C'est souvent lui qui me choisit. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai un tel optimisme et j'ai la solution à tout, souvent. Les artistes m'adorent. J'imagine, d'ailleurs ils sont nombreux à vous solliciter. Parce que par définition, un artiste, c'est quelqu'un qui est habité par le doute, par l'incertitude, il y a une forme d'angoisse, un stress, ils sont toujours proches du burn-out, selon l'expression populaire consacrée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette fragilité. Donc moi, dans mon personnage, entre guillemets, je pense qu'un artiste est attiré par ma personne plus que par quelqu'un qui serait dépressif, évidemment. Donc c'est un échange. Et on a des vrais échanges. Et en même temps, moi, je ne peux pas travailler avec des gens que j'aime pas. On ne peut pas faire semblant. Aussi longtemps, ce n'est pas possible. C'est comme un imitateur, il imite les gens qu'il aime bien. Et dans ces cas-là, quand ça accroche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous poursuivez pas? Je me retire sur la pointe des pieds. Oui, parce que je sais pas, bon, ça arrive, on peut ne pas être d'accord à un moment avec un artiste. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on a tout le temps raison. Souvent, vous savez, les artistes, comme l'indique leur surnom, idole, star, souvent, le mot idole, il y a Dieu, hein, donc souvent, il y a des artistes qui deviennent, dans leur fonction publique, sont des idoles, donc des petits dieux, finalement. Et après, dans la vie privée, ils pensent qu'ils sont réellement dieux. Alors justement, ça tombe très bien parce que le mot idole, c'est le mot que je voulais vous proposer juste ensuite. C'est un mot très dangereux, le mot idole. Pourquoi? Par définition, il y a le mot Dieu à l'intérieur. Mm-hmm. Donc ce sont effectivement les chanteurs, les stars de cinéma, toutes ces grandes idoles finalement, sont des petits dieux par définition. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de religion vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que, alors c'est à une autre échelle, c'est pas la même échelle que Jésus-Christ, mais il y a cette forme de dévotion qu'a un public pour une idole. On connaît, il y a des fans qui ont voulu mourir pour leur idole. Elles se sacrifient souvent, les fans. C'est très compliqué. Et en même temps, l'humain qui est dans l'idole, c'est très dangereux aussi. Parce qu'après, il peut se prendre vraiment pour une idole, un vrai dieu. Donc il devient insupportable à ce moment-là. Un dieu ne doit pas être humain, quelque part. Ça doit rester une image consacrée, ça doit rester quelque chose d'intouchable ou d'inimitable en tout cas. Donc c'est très complexe. Le mot idole est un mot très dangereux. Alors, la question qu'on se posait aussi, c'est comment est-ce qu'on existe dans l'ombre des gens? Est-ce que c'est ça qui vous a motivé peut-être à prendre un peu de lumière dans les médias avec vos livres? Enfin, ce partage entre l'ombre et la lumière, comment est-ce que vous le vivez? Alors moi, je suis arrivé dans la lumière par hasard, comme beaucoup de gens de l'ombre au départ, souvent. J'ai jamais voulu ni être public, ni chanter, ni même jouer la comédie. Enfin non, tout ça, jamais. Moi, je me plais absolument en tant qu'homme de l'ombre. Maintenant, c'est les livres qui m'ont amené dans la lumière. Parce que j'ai commencé à écrire des livres, c'est une manière d'expression finalement très, très simple, dans l'ombre. Hein.
Et aujourd'hui, quand vous sortez un livre, vous êtes invité sur un plateau de télévision, ce que j'ai fait à partir de 1991-92. Et puis, si vous faites une bonne émission, vous en faites une deuxième, une troisième, puis vous en faites 45 émissions. Puis à la fin, vous sortez un deuxième livre, puis un troisième livre, et puis vous prenez au jeu. Donc c'est un peu ça c'est les livres qui m'ont amené dans la lumière. J'ai pas voulu, moi, être dans la lumière. J'ai travaillé des années dans l'ombre, où j'étais pas forcément reconnu ou connu, et ça me suffisait très bien. D'ailleurs, ça me fait toujours bizarre aujourd'hui, quand les gens me reconnaissent dans les gares, dans les restaurants, dans les rues. Enfin, quand vous dites que ça vous fait bizarre, c'est-à-dire? Ça me fait bizarre parce que je me retourne toujours, je pense toujours qu'il y a quelqu'un de célèbre à côté de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas assimilé encore, parce que je n'ai pas grandi avec ça, finalement. La célébrité m'est arrivée très tard. Donc, je le vis bien. Mais je pense toujours... je me souviens quand je suis allé la première fois signer des livres dans un centre commercial qui était à Orly. Et quand je suis arrivé, il y avait des affiches de moi dans toute la galerie, enfin, etc., accrochées en l'air. Je suis arrivé, mais je voyais tout ce monde et j'avais dit aux organisateurs, je dis, mais tout ce monde, vous attendez quelqu'un? Il me dit, bah oui, vous. J'en revenais pas. C'est quelque chose qui m'avait... des fois, je ne comprends pas que je remplis des salles quand je fais des conférences sur la chanson française, par exemple, beaucoup en France, en tant que spécialiste maintenant, finalement. Il y a 600 personnes, 300 personnes, 800 personnes. Je fais des conférences des fois sur des bateaux aussi. Alors, c'est des salles de 1600 places. C'est aussi grand que l'Olympia. Des conférences précisément sur la chanson française. Sur la chanson française. Je raconte des anecdotes, comment sont nées les chansons, etc. Enfin, il y a un public pour ça aujourd'hui. Mais ça me fascine de voir des salles pleines. Le fait d'écrire, parce que vous avez énormément écrit, j'étais impressionnée en regardant votre bibliographie, je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine de livres, ouais. La plupart du temps des portraits de stars, que ce soit Karen Cheryl ou autre. Écrire, pour le coup, c'était une vocation, c'était quelque chose à quoi vous pensiez? Oui, je crois. Alors ça, depuis très tôt, je ne savais pas que j'allais en faire aussi un métier complémentaire. J'adore écrire depuis que je suis enfant. J'adorais ça. Je tenais des cahiers de vacances quand j'étais petit. Alors j'écrivais mes trucs, les anecdotes de vacances. Aujourd'hui encore, j'ai des petits cahiers qui m'accompagnent. Et dès que je sors d'un endroit, je note une anecdote, etc. Toute ma mémoire est fixée sur cahier depuis mon enfance, pratiquement. Et puis j'adore ça parce que j'aime écrire sur les autres. Et là, j'étais en souffrance terrible quand il a fallu que j'écrive ma propre vie. Je raconte ma propre vie. J'ai mis 2 ans pour faire ce livre. Alors que sur les 60 ouvrages que j'ai pu faire avant, je mets à peu près 3 mois, 4 mois, 6 mois pour écrire un livre, maximum. Et qu'est-ce qui a déclenché l'envie de l'écrire, ce livre? Est-ce qu'il y avait une dimension un peu cathartique de raconter ce passé un peu douloureux? Qu'est-ce qui a été à l'origine? Alors, je ne pensais pas le faire, jamais. Je pensais que j'étais trop jeune pour le faire, surtout. Et puis en même temps, comme j'ai commencé très tôt ma carrière, à 17 ans et demi, après mon bac et après mon diplôme de la Chambre de commerce de Paris, c'est mon éditeur qui m'a convaincu. Et moi, la première chose, je lui ai dit... Pierre Bonte, immense journaliste, évidemment, que j'admirais beaucoup quand j'étais enfant, et on est devenus amis depuis. Il a donné mon téléphone à mon éditeur, c'est aussi simple que ça, qui lui a dit « Ah, ce serait bien d'avoir Fabien Lecoeuvre, il a tellement raconté les autres, ce serait bien qu'il se raconte lui. » Il trouvait qu'il y avait une demande sur le terrain. C'est comme ça. Moi, la première fois, j'ai dit « Ah bon, mais ça va intéresser qui ?» Et quand il a parlé avec moi, il m'a dit « Mais la philosophie que tu as, les bonnes ou les mauvaises expériences que tu as pu avoir dans ton existence, aussi courtes soient-elles, mais quand même, enfin, ça représente quand même plus de 50 ans de vie, quelque part. Il m'a dit, c'est riche d'enseignements pour les autres. À partir de là, il m'a convaincu. Alors, il a fallu qu'il me remotive un petit peu, ce qui est curieux, parce que j'avais besoin de moi aussi de quelqu'un pour me motiver. Parce que à chaque fois, je disais, oh là là, mais je raconte ça, mais encore, oh là là. Puis alors, je sentais que c'était un travail en même temps sur soi, quand on raconte sa vie. C'est une thérapie, encore une fois de bien plus. Sûr, bien sûr, c'est plus difficile d'écrire sur soi. Et justement, je voulais vous demander, parce qu'on était sur la notion d'idole, quand on écrit sur les autres, est-ce que c'est une forme de déclaration d'amour? Est-ce que c'est une forme d'amour que vous éprouvez pour toutes ces célébrités que vous avez accompagnées? Et alors, il y a plusieurs questions en ligne, mais on parlait tout à l'heure de service. Est-ce qu'on peut tout faire comme ça pour les autres? Alors j'ai conscience qu'il y a plusieurs questions en une, mais je voulais comprendre ce rapport aux autres et cette déclaration d'amour quelque part pour les personnes que vous avez accompagnées et pour lesquelles vous avez fait énormément. Oui, mais votre question est pertinente et en même temps très juste. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas écrire sur quelqu'un que j'aime pas. Ça, c'est clair. Quand j'écris, moi, que ce soit sur Jacques Brel, sur Mylène Farmer, sur Claude François, sur Johnny Hallyday, sur les années 70, sur les années Podium, sur la génération 60s, la génération tendre, quand j'ai écrit sur tellement de gens, même sur François Mitterrand, par exemple.
C'est-à-dire que je ne peux pas écrire si je n'ai pas une forme d'admiration, de considération pour la personne. C'est pour ça que d'abord, j'ai jamais eu un procès sur un livre, parce qu'à partir du moment où on écrit sur quelqu'un, je pense qu'il faut comprendre cette démarche. Un auteur, moi, quand des fois on m'a proposé de faire des livres sur des personnalités, j'ai refusé, parce que j'étais pas capable. Parce que je me sentais pas capable, parce qu'il faut ce sentiment quand même d'admiration et de considération. Et ça, c'est humain. Je pense que tous les auteurs qui ont écrit au moins un livre dans leur vie le savent, le comprennent. Et moi, je l'ai très vite compris, évidemment, dès le premier livre. Hein. Donc, j'ai compris, il faut de l'admiration, il faut de la considération. C'est une forme de déclaration d'amour aussi, quelque part, aussi. Et tous les gens sur qui j'ai écrit, hein, je balaye tout de suite tous ces livres, oui, franchement. Oui, j'ai toujours eu, que ce soit Édith Piaf, que ce soit, je vous dis, Brel, que ce soit même les To Be Free, que ce soit, enfin, j'ai écrit sur plein de gens dans ma vie. Oui, il faut les admirer, il faut avoir de la considération. Là, je rêve de faire un livre sur Victor Hugo. Je ne trouve pas le temps. Je voulais faire les 39 domiciles parisiens de cet immense artiste qui était Victor Hugo, finalement, dans sa carrière d'auteur. Mais j'ai un manque de temps, parce que ça prend du temps pour écrire. C'est certain. Alors, puisque vous parlez de temps, je vais enchaîner avec la notion d'éternité. Et justement, je me demandais, tous ces livres que vous écrivez, que ce soit sur vous ou sur les autres, le livre, on le sait, c'est quelque chose qui reste ad vitam aeternam, sauf en cas d'autodafé, et encore, on en trouve toujours encore, heureusement, quelques-uns. Oui. Ce lien entre l'écriture et l'éternité. C'est une manière de passer... l'écriture, c'est de passer quelque part à la postérité. Je plains les historiens, d'ailleurs, dans 2080 ou en 2120, c'est dans pas si longtemps que ça, finalement, hein, quand on regarde bien. Parce qu'il y aura de moins en moins d'archives à cause du numérique, à cause du téléphone portable, à cause des SMS, à cause des textos, à cause de toute cette forme, aujourd'hui, de communication. Il y a moins d'écrits, moins de manuscrits, on le sait. Oui, il y a une forme d'éternité, mais... Est-ce qu'on réfléchit à ça? Je ne suis pas certain que moi je travaille pour l'éternité. On est des simples êtres humains, on est de passage. Je pense qu'on n'est que locataire de sa vie et à un moment donné, il faut rendre les clés. Donc je pense qu'il faut essayer de passer sa vie au mieux ou accompagner les autres pour qu'ils la passent eux aussi au mieux à vos côtés ou dans une période précise. Mais c'est quand même assez... La vie, c'est formidable. Quels que soient les problèmes, quels que soient... Et Dieu sait si les gens rencontrent des problèmes de sentiments, d'argent, de travail, de famille. Enfin, tout le monde a des problèmes. Je ne suis pas un être unique ni exceptionnel. Hein. Mais justement, vous disiez à l'instant, on n'est que locataire de sa vie. Lui, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Qu'on retienne de moi, j'espère avoir... fait ce qu'on appelle une transmission. C'est-à-dire que j'ai permis à une époque, en fait je suis comme une mémoire. C'est-à-dire que je suis un passeur de mémoire, je transmets des choses et des valeurs importantes dans notre civilisation, dans notre manière de réfléchir. Moi j'aime les grands auteurs, j'ai une admiration immense par exemple pour Lamartine. On n'en parle jamais de Lamartine. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous admirez particulièrement? Parce qu'il a été le premier à se lever en 1836 et 1838 contre la peine de mort. Et il votait déjà à l'Assemblée nationale, il proposait des textes pour l'abolition de l'esclavagisme. Alors ça, c'est ce à quoi on l'a oublié. Oui. On l'a oublié. Donc j'adore Voltaire aussi. Ça, c'est ce à quoi lui croyait. Vous, à titre personnel, vous croyez en quoi? Je crois que la Terre est suffisamment grande pour qu'on puisse tous vivre ensemble, sans pour ça s'envoyer des bombes atomiques. Tout le monde a le droit de croire en tout, qu'on soit juif, catholique, protestant, musulman, hindou, enfin peu importe. Je pense que tout le monde peut avoir sa foi pour traverser le temps, parce que c'est important la religion en même temps. La religion est très importante. Justement, quelle place elle joue dans votre vie? Et puisque vous parliez du judaïsme, j'ai découvert en lisant votre livre que vous avez des origines juives, c'est ça, du côté de votre maman? Du côté d'Europe centrale, oui, absolument. Du côté de ma mère. Mais comme ma mère est née en 1932, lorsqu'elle était enfant, il y avait l'occupation allemande, évidemment, donc c'était un peu compliqué.
Donc il ne fallait surtout pas le dire. Et en réaction à cette invasion nazie dans l'Europe, elle a épousé, je crois, mon père était catholique, je crois, oui, même s'il ne pratiquait pas, mais enfin il a été élevé dans la religion catholique, on va dire. Je pense en réaction. Mais la religion est importante pour des millions d'hommes, de femmes sur la planète, parce qu'elle permet d'affronter l'existence qui, encore une fois de plus, peut être extrêmement difficile pour beaucoup. Et donc je pense que, à la fois, la religion, c'est souvent à l'origine de nos guerres sur notre planète, et le paradoxe, c'est que grâce à la religion, ça aide tellement les hommes, cette foi aide tellement les hommes à aller au bout d'un chemin, parfois difficile. Alors vous justement, qui avez une enfance relativement difficile quand même si c'était une enfance heureuse malgré tout, mais enfin en tout cas, on souhaite à aucun enfant de vivre des scènes de disputes ou de violence. Quelle place la religion a-t-elle joué dans votre vie du côté de... Alors on a bien compris que votre maman, c'était un peu en réaction et qu'elle était finalement assez contente d'épouser un catholique, mais est-ce que vos grands-parents maternels vous ont un peu transmis des préceptes de religion juive? Est-ce que vous avez eu au contraire une éducation catholique de par votre père? Comment ça s'est passé pour vous? Alors j'ai eu aucune éducation religieuse, parce que du côté de la famille de ma mère, ça avait tellement été une douleur. Ma grand-mère faisait la leçon à mon oncle et à ma mère, parce qu'il y avait des descentes des nazis, des SS dans les écoles. Donc il ne fallait surtout pas dire qu'on avait des origines juives, ou qu'on était de confession juive en tout cas. Donc c'était un truc que ma grand-mère a complètement, mais elle a tiré un trait pour préserver sa famille. Parce que c'est fait que dans ce but. Hein. Quand vous avez des gens SS comme ça, c'est une époque extrêmement dangereuse, très dangereuse. C'est sûr. Donc ça a été... donc elle avait fait abstraction de tout ça. Et ma mère, en réaction, je crois qu'elle a... Inconsciemment, elle n'a pas voulu épouser un juif, je pense, en réaction. Parce que c'était, je pense, enfin sincèrement, j'en ai parlé avec ma mère, hein, évidemment. Parce que pour elle, ça représentait le malheur, la persécution, ça représentait tout ça, quoi. Et il y a beaucoup de cas comme ma mère, en France, beaucoup, plus qu'on ne pense. Et ma mère a épousé quelqu'un qui finalement a grandi dans une France judéo-chrétienne, quoi. Bon, avec mon père a été enfant de chœur, etc. Enfin, mais moi, ils m'ont obligé en rien, quoi. Moi, j'étais pris entre les deux religions, finalement. Mais personne n'imposait rien à personne, pas même à leurs enfants. Donc, on a dit, tu prendras la religion que tu veux à ta majorité. Puis finalement, j'ai jamais rien pris parce que la religion, ça me fascine, ce rassemblement des hommes. Et à la fois, ça m'inquiète. C'est-à-dire que quand on voit les guerres de religion depuis 2000 ans, c'est-à-dire qu'on n'en peut plus, tous ces gens qui se tuent pour ou contre le Dieu ou le meilleur des dieux, des êtres, c'est très compliqué. Et à la fois, heureusement qu'il y a cette foi, en même temps, et cette religion, on peut la remercier chaque jour. C'est le paradoxe de tout ça, hein, parce qu'elle permet quand même à des millions d'individus sur la planète à affronter chaque jour la douleur du quotidien, pour certains, pour d'autres, d'affronter le malheur, d'affronter... La foi vous donne des ailes. Alors la foi, elle peut s'improviser, mais elle est quand même souvent le fruit d'une transmission. Vous, justement, qui êtes papa, qu'est-ce que vous avez voulu, compte tenu de votre patrimoine, si j'ose dire, avec ses racines diverses et variées, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre et on sait que, enfin, il se trouve que votre épouse est, je crois, protestante. Donc comment s'est passée cette, voilà, finalement, la transmission? Alors c'est curieux, mais personne n'impose rien à personne. Moi, ma fille, qui a été élevée sans religion, et ça ne m'empêchait pas d'aller à l'église, d'aller au temple, d'aller, pourquoi pas, même je suis allé dans une mosquée à plusieurs reprises, enfin, etc. Je suis allé faire des mariages dans des synagogues, j'ai aucun problème. Je sais faire la part des choses, en fait. Je respecte chacun. C'est ça, en fait. Moi, ma religion, c'est ça, c'est de respecter la foi et la croyance de chacun. J'ai aucun avis là-dessus. Parce que, encore une fois de plus, je suis pris dans le respect, dans la bonne éducation des choses, et moi, je n'ai pas voulu à ma fille lui transmettre ou lui imposer quelque chose. Si elle ressent le besoin un jour, comme on peut le ressentir des fois quand on arrive à la moitié de sa vie, tant mieux. Et puis et ça ne l'empêche pas d'aller... Moi, j'adore les églises, par exemple, j'adore ça.
J'adore ces grandeurs, ces cathédrales, ce qu'ont fait les hommes. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous vous trouvez dans moi, une église? Je sais pas. Alors, je suis un grand amoureux de l'histoire de France, évidemment. Donc, indiscutablement, le clergé, l'Église en soi, en elle-même, enfin, j'ai un immense respect pour tout ça, pour cette foi, ce qu'on a construit au nom de Dieu, au nom de Marie, au nom de Jésus, au nom de Joseph et de tous ces apôtres. On a construit des chefs-d'œuvre sur la planète, des chefs-d'œuvre. Vous allez au musée du Louvre, toutes ces grandes scènes, tous ces grands tableaux religieux, c'est fantastique. Moi, ça me fascine. Et je respecte ça et j'adore aller marcher dans une église. J'adorais faire ça à Notre-Dame de Paris, une fois par an, j'y allais, des fois comme ça, j'allais voir. Alors, au nom de l'histoire de France, j'y allais parce que je trouvais fouler ce sol, c'est magique. C'est un lieu sacré, tellement sacré. Et ça me procure une sensation de bien-être, mais c'est pas pour ça que je vais rentrer dans une pratique religieuse. Mais je ressens une forme de bien-être. Et il faut le dire, il faut être honnête. Non, mais vous le dites, mais là où tout le monde ne le dit pas, c'est ça qui est bien, parce que on a souvent le sentiment que dans le milieu du showbiz, ça peut être un peu difficile de parler de religion, en tout cas aujourd'hui, non? Que les artistes ne veulent pas l'afficher, c'est pas votre sentiment? Le nombre d'artistes, aujourd'hui c'est difficile de l'afficher. Bon, c'est très compliqué. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'il y a cette forme de discrimination qui est partout maintenant. Alors un type, s'il est, mettons, catholique, on va dire, comment alors il fait la guerre aux musulmans, aux juifs, ou aux hindous, aux protestants? Non. Je pense qu'on peut avoir... Moi, j'adore toutes ces religions, parce que chaque religion a une forme de respect de l'individu, de l'être. Moi, je suis très respectueux de ça. Et comme je suis un passionné d'histoire de France, on ne peut pas dissocier l'histoire de France avec le catholicisme, évidemment. On est rempli de ça. Alors, il y a eu des choses formidables dans le catholicisme, puis il y a eu des choses atroces aussi. Mais je pense que de le dire, c'est bien. Et moi, j'adore. Je regarde souvent la chaîne KTO. Parce que, par exemple, la nuit, je tombe sur des débats philosophiques de personnages, de curés, de simples religieux, en tout cas, même s'ils en ont fait leur métier, en tout cas. Mais ça me passionne. Parce que c'est intéressant d'avoir la vie de chacun. En fait, je suis vraiment à l'écoute des autres, donc tout m'intéresse. Mais ce n'est pas pour ça que je vais embrasser à ce moment-là un principe religieux. Je ne pratique rien, mais je respecte les traditions de chacun. Je suis allé souvent en Israël, parce que je fais beaucoup de conférences dans des grands pays, dans des grandes capitales, alors que ce soit au Liban, à Beyrouth, au casino de Beyrouth par exemple, où j'ai fait des conférences récemment, 2 fois l'année dernière. Je suis allé à Jérusalem, à Netanya et à Tel Aviv. Et d'aller à Jérusalem, c'est formidable. C'est exceptionnel, c'est un berceau de civilisation, avec ces 3 religions qui sont comme ça entre elles. Moi, je trouve ça formidable. Et en même temps, c'est aller aux sources de notre foi, de nos civilisations à tous, finalement, sur cette planète. Moi, ça me fascine. Je suis fasciné par ça. En tout cas, ça nous a permis d'aller aux sources de votre vocation et de votre parcours. Merci beaucoup, Fabien Lecoeuvre, d'avoir joué le jeu. On se retrouve tout de suite. Alors, merci beaucoup, Fabien Lecoeuvre. Comment ça s'est passé pour vous, cette expérience? C'est très agréable. Je crois que je n'ai jamais parlé comme ça en plus, parce que vous m'interrogez sur des choses tellement personnelles, finalement, que je ne raconte pas. Jamais. Dans aucune autre émission de télévision. Oui. Et en même temps, j'espère que. Et en même temps, tellement fondamental, parce que c'est les piliers de ce sur quoi on s'est construit, finalement. Oui. Et c'est le formidable de l'existence. La vie est fantastique. Parce qu'elle est riche, justement, de ces échanges et de ses opposants. On le sait. Tout est en opposition tout le temps dans l'existence, tout le temps. On n'existe que dans l'adversité, finalement. Et quel que soit le métier, la famille, la relation qu'on peut avoir avec une personne, on est toujours en opposition. Oui, il y a toujours une explication. En tout cas, votre parcours s'explique très bien, vos choix s'expliquent très bien en opposition par rapport à ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez un rêve fou? Alors, un rêve fou, pas de si fou que ça. J'espère que j'y arriverai. Je pense que moi qui défends les artistes, qu'on soit acteur, chanteur, animateur, humoriste, je défends les artistes et mon grand rêve serait de mettre en place ce qu'on n'a jamais osé faire, parce que tous ces grands artistes, finalement, sans cet art, sans le théâtre, sans la chanson, sans le cinéma, sans même les grands peintres, les grands sculpteurs, etc., si on n'avait pas d'art dans la vie, on ne pourrait pas vivre.
On ne pourrait pas. C'est une thérapie, c'est un médicament fantastique. La chanson, le cinéma, le théâtre. Allez au théâtre, vous allez voir des pièces drôles, d'un seul coup ça vous amène du rire, ça vous change l'esprit, vous allez écouter une chanson. Il y a des chefs-d'œuvre dans la chanson. Ça vous change. Moi, ce que je rêve, c'est de trouver un système en France, de créer un ministère pour défendre les grands artistes. De devenir ministre de la Culture, finalement. Je ne sais pas si on me donnera un jour cette fonction, si ça se produira. Mais en tout cas, je voudrais protéger, je voudrais assumer. J'ai tellement vu d'artistes à la fin de leur vie dans la misère. Je voudrais qu'on trouve un système pour pouvoir pérenniser en tout cas ce métier. Parce que ce sont des médecins, les artistes. Ce sont des grands médecins. Vous allez médecins voir de l'âme. C'est les médecins, absolument. Ce sont les médecins de nos âmes à tous. Et ça devrait être pris en compte. Je ne vais pas dire un remboursement par la sécurité sociale. Écoutez, je on ne sait jamais, on là. commence à rembourser le sport sur ordonnance, donc peut-être, on ne sait jamais. Alors, quelle est pour conclure, parce que malheureusement, on s'achemine vers la fin, si vous aviez une baguette magique, alors au-delà de pouvoir manger sans avoir à faire de régime et au-delà de devenir ministre de la Culture, quel rêve est-ce que vous aimeriez réaliser ? J'aimerais vivre jusqu'à 110 ans. Je pense que je vais les faire. Pour vraiment continuer à profiter de la vie Oui, à condition d'être bien, évidemment. Oui, j'ai déjà prévu mon épitaphe. D'accord. Sur ma tombe. J'ai déjà prévu. C'est la phrase que je voudrais mettre. Alors, on a le droit de la savoir ou c'est top Oui, secret? Bien sûr, je l'ai réfléchi. Ça fait des années que je réfléchis à cette phrase. C'est curieux de réfléchir à sa mort en même temps Mais parce que je la côtoie tellement dans mon métier. La chanson française, c'est devenu un cimetière. Non, mais c'est hallucinant. C'est triste. J'ai connu tellement de gens qui ne sont plus là maintenant. Mais c'est parce que j'ai commencé très tôt. Alors en même temps, j'ai une phrase qui est optimiste. D'accord. Je voudrais faire graver un jour sur ma dernière demeure. Je voudrais mettre « Je ne suis pas parti. Ce sont les autres qui ne sont pas encore arrivés. » D'accord, effectivement. Parce que la mort n'est pas, pour moi, n'est pas une fin en soi. Et si Dieu existe, qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire ce dernier jour, avant qu'on vous mette sur votre tombe avec ce bel épitaphe? Je ne sais pas j'espère, même s'il ne me parle pas, qu'il me fasse un sourire. D'accord, écoutez, voilà. On conclura là-dessus, sur ce sourire, et qui finalement une belle façon de conclure, parce que c'est vraiment ce qui ressort, encore une fois, à la lecture de votre livre, malgré, encore une fois, une enfance un peu chaotique, c'est cette volonté de sourire toujours à la vie. Donc, Oui, et puis on peut tout vivre. Ce qui compte, finalement, à la fin, c'est que c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Absolument. Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre d'avoir été avec nous pour parler de ce livre, Une chanson dans la tête, aux éditions Le Passeur. Merci à toutes et à tous, bonne soirée, à très vite sur KTO.